Bonjour à tous. Les oreillons, c'est une inflammation des glandes salivaires accompagnée d'un peu de fièvre. Quand on lit les complications indiquées par le site vidal.fr, il est clair qu'on a envie de se vacciner au plus vite. Mais aujourd'hui encore, en fournissant mes sources, j'apporte quelques informations qui permettent d'agir en toute connaissance de cause. D'abord, le docteur Buchwald précise que la maladie est dans 50% des cas totalement asymptomatique. La fréquence de maladie était officiellement de 6 pour 100 000 habitants en 2017, autant dire faible. Je vais m'arrêter sur les deux problèmes principaux signalés par le site vidal.fr. Première complication possible, l'orchite. C'est une inflammation d'un testicule, très rarement les deux. Une stérilité qui en résulterait pour ce testicule serait exceptionnelle. Une stérilité totale des deux testicules serait encore plus rarissime. Comme le précise la pédiatre Françoise Berthoud au sujet de la spermatogenèse, on devrait bien plus s'inquiéter des diverses pollutions hormonales dans les eaux et les viandes que l'on consomme. Deuxième complication, la méningite. J'apprends dans le hors-série Alternative Santé qu'en 1995, le guide officiel des vaccinations indiquait un risque de 0,3%. 4 ans après, on passait à 5%. Et aujourd'hui, Vidal.fr annonce 16% de méningite. De bien curieuses augmentations qui me laissent perplexe sur la validité des chiffres officiels. Parlons à présent du vaccin, dont le site santépubliquefrance.fr nous vante le mérite d'avoir fait chuter la maladie de 150 fois depuis 1986, une année de départ qui n'est pas choisie par hasard par nos autorités. Là encore, je ne tranche pas le débat, j'informe à la manière de Michel Delorgéril. Sur le graphique américain, on voit que la maladie baisse énormément avant la vaccination systématique survenue en 1977. Il n'y a aucun essai clinique pour valider l'efficacité du vaccin anti-oreillons. Pour mesurer son efficacité, le laboratoire fabricant Merck utilise comme référence le nombre d'anticorps qui survient après l'injection. Le laboratoire indique 95% d'efficacité. Or, il semblerait que cela soit bien moins. J'apprends dans le livre de Delorgéril que Merck est depuis 2012 sous le coup d'une plainte, toujours pas aboutie en 2020, date du livre. Plainte déposée par plusieurs scientifiques employés de Merck pour falsification des chiffres sur le taux d'anticorps. Mais soyons rassurés, le laboratoire GSK a répondu présent au remplacement du vaccin de Merck au cas où la plainte aboutirait. Sauf que le vaccin de GSK, s'il affiche une efficacité similaire à celle de Merck, a eu pas mal d'effets secondaires pendant les essais. Un enfant sur 10 est allé aux urgences pédiatriques et 3% ont développé des maladies chroniques, des maladies jugées peu graves par le laboratoire, ce que contredit Delorgéril. Un autre graphique officiel intéresse l'épidémiologiste. C'est celui produit par le réseau Sentinelle. On voit un pic de méningite survenir en 1986, la fameuse année de référence utilisée par santépubliquefrance.fr pour prouver que la vaccination est hyper efficace. Or, cette date correspond à l'utilisation d'une nouvelle souche vaccinale appelée URAB. Y aurait-il un lien entre les méningites et la souche utilisée ? Sentinelle dit qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Pourtant, je trouve l'accusation de méningite vaccinale dans de nombreux ouvrages. Michel Georget indique un risque de méningite vaccinale de 1 pour 1000 dans le cadre de la souche de Leningrad et de 7 pour 1000 pour la souche URAB, un risque égal à ce que peut provoquer une infection naturelle. Pour cette raison, le vaccin qui utilise cette souche sera supprimé en Angleterre et au Canada en 1992, mais en France, on liquidera les stocks jusqu'en 1994. À présent, on utilise la souche Gerryl-Lin dans le vaccin trivalent ROR. Méningite vaccinale ou pas, on a compris pourquoi l'année 1986 servait de référence. Dernier point, si la maladie donne une immunité durable à vie, ce n'est pas du tout le cas du vaccin. Le hors-série Alternative Santé indique qu'avant la vaccination, près de 90% des malades l'étaient avant la puberté. C'est une indication importante car les risques ont lieu surtout à partir de l'adolescence. On assiste avec la vaccination anti-oreillons au même phénomène qu'avec la vaccination anti-rougeole. On déplace la maladie à un âge où celle-ci devient plus problématique. C'est l'engrenage. Il faut absolument effectuer des rappels pour maintenir l'immunité artificielle. Est-ce une bonne stratégie ? Je vous dis à très vite pour examiner la rubéole, troisième maladie du cocktail ROR.